Bien, alors il faut faire un peu le point sur ce que nous avons fait jusqu'ici, parce que du point de vue mathématique formel, c'est quand même relativement assez compliqué, donc il ne faut jamais que les calculs obscurcissent notre jugement sur la physique que nous sommes en train de faire. Donc on a commencé par définir le potentiel vecteur A. On a vu qu'il se propage, puisqu'il est solution de l'équation de d'Alembert. Et par conséquent, le dipôle électrique oscillant crée un potentiel vecteur A en un point M situé à grande distance, moyennant la théorie des potentiels retardés, c'est-à-dire qu'au point M, on voit le potentiel vecteur A qui existait à la source, à l'origine, mais à l'instant t moins R sur C pour tenir compte de la propagation à vitesse finie C de cette information. On a exprimé le potentiel vecteur A au point M, on en a déduit B par B égale rotationnel de A, et on a vu qu'on obtient un vecteur qui est selon U indice phi, c'est-à-dire qu'il est obtenu par UZ vectoriel UR, c'est-à-dire perpendiculaire au plan du tableau, sortant de la salle. Ensuite, on a calculé, même si on n'a pas fait explicitement, mais on aurait été capable de calculer E par rotationnel de B égale 1 sur C2 dE sur dt. Après calcul de rotationnel de B et intégration temporelle, on obtient le champ E. Et on a vu que E est selon UZ vectoriel R, c'est-à-dire, ça fait U phi, vectoriel UR. Hein, je rappelle l'équation qu'on a obtenue, qu'on a admis sur le champ électrique. Ça fait que finalement, le champ électrique, il est sur la direction Uθ. Donc ça veut dire que finalement, au final, E est selon Uθ, B est selon U phi. Et si on regarde les expressions qu'on a établies dans les paragraphes précédents, on se rend compte que finalement, B, c'est UR, donc dirigé vers le haut, vectoriel Uθ, ça donne bien le vecteur B selon U phi. C'est-à-dire que finalement, ici, on retrouve B égale K vectoriel E sur oméga, si K est porté par le vecteur UR. Ça veut dire qu'en fait, on retrouve la relation classique B égale K vectoriel E sur oméga. C'est parce qu'on est dans le vide. Certes, il y a une source d'onde qui est ici à l'origine, mais après, le champ se propage dans le vide. Donc, localement, on retrouve la géométrie, la structure géométrique d'une onde plane dans le vide. Même si, en fait, le dipôle, ici, il émet dans tout l'espace, dans la totalité de l'espace, même si son émission n'est pas isotrope. Il y a des directions privilégiées par rapport à d'autres, même une direction où il n'y a pas de rayonnement du tout. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Il faut bien comprendre que localement, tout se passe comme si on a affaire à une onde plane. Ça, c'est lié au fait que cette onde se propage, en fait, dans le vide. Alors, il reste à présent à voir la problématique de la puissance rayonnée ou l'énergie rayonnée. C'est quasiment la même chose à des analyses dimensionnelles près. Alors, pour faire ça, on va définir un vecteur que vous avez peut-être déjà rencontré par ailleurs, qui est le vecteur de Poynting. Le vecteur de Poynting, c'est pi égale E vectoriel B sur mu0. Ça, c'est une définition. On va la justifier, on va donner pas seulement un argument, mais une démonstration de la pertinence de cette définition. Parce que du coup, le vecteur de Poynting, on va pouvoir l'interpréter en termes de flux de puissance à travers une surface. Alors pour ce faire, on calcule sa divergence. Et ici, évidemment, on a affaire à la divergence d'un produit vectoriel. La constante mu0, évidemment, elle pose aucune espèce de difficulté. Alors, il faut convoquer un résultat, encore une fois, d'analyse vectorielle. La divergence d'un produit vectoriel, en fait, c'est
le deuxième opérante A2 scalaire rotationnel du premier opérande, moins A1 scalaire rotationnel de A2. Alors, il n'est pas question ici de démontrer cette formule, on la trouve dans les formulaires, et c'est cette formule qu'on va utiliser pour développer la divergence du produit vectoriel. Ça donne donc B, le second opérande scalaire, le rotationnel du premier qui est E, moins E scalaire rotationnel de B. Et puis il y a 1 sur mu0, bien sûr, devant le crochet. Ensuite, ça donne, alors le calcul est assez rapide, rotationnel de E, c'est moins dB sur dt, ça c'est Maxwell-Faraday, vous avez reconnu, et rotationnel de B dans le vide. Dans le vide, c'est epsilon 0 mu 0, c'est 1 sur C2 qu'on peut écrire epsilon 0 mu 0 fois dE sur dt. Alors, vous notez ça, on va le mettre en incrustation aussi sur la vidéo, parce que je vais continuer le calcul sur l'autre tableau. Donc ça me donne pi, le vecteur de Poynting, égal. Alors, maintenant, je rentre la constante mu0 dans le crochet, et je constate, je vais peut-être le commenter sur la formule précédente. Là, j'ai deux formes assez similaires. J'ai un vecteur fois, au signe près, sa dérivée temporelle d'ordre 1, b fois dB sur dt, et là j'ai E fois du sur dt. Donc ça, c'est finalement, c'est la dérivée par rapport au temps de 1/2 du vecteur scalaire lui-même. D'abord le vecteur scalaire lui-même, ça fait sa norme au carré, et donc quand je dérive, ça me fait dE fois la dérivée de E ou de B par rapport au temps. Donc, réfléchirez à la question, mais ça se réécrit. Alors, il y a un moins que je peux mettre devant le crochet. D sur dt de B carré sur 2 mu0, donc le 2 du dénominateur, bien sûr, pour compenser le 2 qui va descendre quand je vais dériver. Quand je dérive B carré par rapport au temps, ça me fait 2b sur 2 fois dB sur dt, puisque c'est dérivé d'une fonction composée. Plus loin, d sur dt de 1/2 de epsilon 0 e au carré. Et puis il ne faut pas oublier le signe- qu'il y a ici. Alors ici, on reconnaît, si on se souvient du chapitre 4 sur l'énergie électromagnétique, on reconnaît ici la densité d'énergie électrique, et là, le B carré sur 2 mu0, c'est la densité volumique d'énergie magnétique. Ça veut dire que la somme des deux, c'est la densité d'énergie électromagnétique totale, et je peux du coup réécrire le vecteur de... Pas cette divergence, hein, c'est la divergence de pi. On vient de calculer la divergence. Ça me donne finalement divergence de pi plus la dérivée temporelle de E ronde EM. Ça, c'est donc la dérivée temporelle de la densité d'énergie électromagnétique totale. Et le tout égale 0. Et ça, c'est quoi ça? Mais c'est une équation de conservation. On avait trouvé quelque chose d'analogue, alors il y a maintenant longtemps, c'était au tout début dans le chapitre 2, c'était l'équation locale de conservation de la charge. On avait divergence de J plus dρ sur dt égale 0, et là on a une équation qui formellement est la même. Une divergence d'un vecteur plus une dérivée temporelle égale 0. Ça veut dire que, en fait, c'est une équation de conservation de l'énergie ou de la puissance selon l'analyse dimensionnelle, hein, qu'on en fait selon
l'objet géométrique sur lequel on intègre. Ça, c'est une formulation locale. C'est une formulation locale. Ici, c'est la divergence de pi, c'est le flux volumique du vecteur de Poynting à travers une surface fermée élémentaire. Si maintenant, je veux réécrire cette conservation sur un objet macroscopique, par exemple une section S macroscopique, il faut regarder dans le détail l'analyse dimensionnelle. Finalement, ici, là, on a une densité d'énergie. Divisé par un temps, ça fait une puissance en watts. Et donc, selon le problème qu'on aura à résoudre concrètement, il faudra bien regarder l'analyse dimensionnelle si on a affaire à une conservation d'énergie, de puissance, etc. Alors, je ne rentre pas dans ces détails. Mais ce qui est sûr, c'est que du coup, le vecteur de Poynting, il prend une signification qui est liée en fait à un flux d'énergie ou un flux de puissance à travers une surface. Parce que quand je vais calculer l'intégrale de pi à travers une surface macroscopique, j'aurai la quantité d'énergie qui traverse la surface pendant un temps dt, c'est bien une puissance. Voilà, donc tout ça pour dire un peu vite que l'énergie ou la puissance qui est rayonnée par le dipôle oscillant doit être analysée moyennant ce vecteur de Poynting. Et c'est ce qu'il nous reste à faire à présent, évidemment en nous appuyant sur les formules de E et de B que nous avions trouvées dans les paragraphes précédents. Alors on va juste donner le résultat final parce que c'est une pure manipulation formelle et elle est relativement assez simple. Elle pose formellement aucune espèce de difficulté. Et ensuite, on va tracer les diagrammes correspondants, commentés, puisque la question de l'énergie, c'est très très important quand il s'agit d'une onde qui est rayonnée. Donc, on peut montrer que le vecteur de Poynting au point M à l'instant t, c'est tout calcul fait en convoquant donc les deux champs E et B que nous avions établis dans les paragraphes précédents. Ça fait 1 sur 16 pi carré epsilon 0 fois c cube, p point point au carré en t moins r sur c, divisé par r carré fois sinus carré θ fois u indice r. Mais on ne le retient pas par cœur, ça n'a pas de sens, il faut juste porter un regard critique sur l'expression. D'abord, le vecteur de Poynting est dirigé selon UR. Ça veut dire que, en fait, en chaque point M d'espace, il y a l'onde qui est rayonnée depuis l'origine dans la direction UR. Donc là, l'onde se propage de façon radialement. Moyennant un vecteur de Poynting, l'énergie se déplace selon la direction UR. Et c'est vrai en n'importe quel point M de l'espace, à une exception près toutefois. Vous voyez que le vecteur de Poynting décroît en 1 sur r carré. Ça, c'est assez normal parce que ça veut dire qu'au fur et à mesure que l'onde se propage, c'est clair que l'énergie est répartie sur une sphère qui croît en 4pi r carré. Donc, il faut bien qu'il y ait une décroissance en 1 sur r carré pour que l'énergie totale soit conservée sur une sphère qui croît en rayon au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'origine. Donc ça, c'est parfaitement compatible. Ça, c'est une pure constante. On n'a strictement pas besoin d'étudier l'influence de ça, c'est une pure constante. Vous voyez surtout que le vecteur de Poynting est en sinus carré θ. Ça veut dire que il est nul sur l'axe OZ. Ça veut dire que le dipôle qui oscille sur OZ ne rayonne pas dans cette direction-là. Il n'y a pas d'énergie rayonnée dans la direction du dipôle. Et le sinus carré θ est maximum sur l'axe, en fait, pas sur l'axe OX, mais dans le plan, pour être exact, dans le plan X, OY. On peut dire le plan équatorial, si on fait de l'analogie avec les coordonnées sphériques appliquées à la planète Terre. Ça veut dire que, imaginez, vous avez un dipôle électrique sur l'axe pôle sud, pôle nord, qui oscille. Il n'y a pas d'énergie rayonnée sur l'axe sud-nord,
et l'énergie ou la puissance est maximale dans le plan équatorial. Voilà ce que dit la formule en sinus carré θ. Et surtout, pour finir, ça c'est important, on ne l'a pas encore dit, le P point est relatif en fait à... Finalement, c'est une accélération de la charge. P point, c'était la vitesse, c'était lié à la vitesse. P point va être lié à l'accélération de la charge. Ça veut dire que les champs, en fait, les champs électromagnétiques sont obtenus par des charges accélérées. C'est un résultat qu'on peut généraliser, même si nous, on l'a vu ici dans un contexte un peu particulier. En fait, les charges au repos créent des champs électrostatiques. Les charges en mouvement uniforme génèrent des champs magnétostatiques. Et c'est des charges en accélération qui génèrent les ondes électromagnétiques. Voilà. Alors, on peut tracer, je vais esquisser au tableau, mais on va incruster des schémas plus propres pour ces fameux diagrammes de rayonnement, et aussi pour les commenter un peu. Donc ici, comprenez que si je représente la norme du vecteur de Poynting en fonction de l'angle, elle est nulle sur l'axe, et ensuite on a des lobes de rayonnement qui ont cette allure-là, qui sont en sinus carré θ. Si je prends un point M quelconque, qui est défini ici par l'angle θ, eh bien, cette norme-là, cette longueur va être proportionnelle à la norme du vecteur de Poynting. Donc, sur l'axe, elle est nulle, et elle est maximale, ici, dans le plan équatorial. Évidemment, cette figure, elle admet l'axe OZ comme axe de symétrie de révolution, puisque quand le dipôle oscille sur l'axe OZ, tous les angles θ sont en fait... il y a invariance par rapport à l'angle de rotation autour de l'axe OZ. Donc en fait, le diagramme de rayonnement, voilà, il est là, incrusté ici, il faut le voir comme un diagramme qui admet l'axe OZ comme symétrie de révolution. C'est le principe de Curie, les effets ont les mêmes symétries que leur source, ici illustrée. Voilà, alors, nous sommes arrivés à la toute fin, quasiment à la fin de notre cours. On va donner une dernière explication, que je vous avais promise. Pourquoi le ciel est-il bleu? Ça prend 4-5 minutes pour le faire proprement, mais on va le faire d'un point de vue purement qualitatif, sans calcul inutile, parce qu'en fait, on a suffisamment d'éléments avec cette égalité-là pour comprendre pourquoi le ciel est bleu. L'idée, c'est qu'ici, il y a du P point, la dérivée d'ordre 2. Or, dans le moment dipolaire, P, c'est Q fois A0 cosinus oméga t. Quand on dérive deux fois, donc ça va être proportionnel, je mets juste le signe de proportionnalité, quand on dérive deux fois par rapport au temps, en fait, le oméga sort deux fois. Donc on va avoir du oméga carré. Et ici, on a P point au carré. Ça veut dire que le vecteur de Poynting, en norme, du dipôle oscillant, qui est la source de champ électromagnétique, est proportionnel à oméga puissance 4, c'est-à-dire à 1 sur lambda puissance 4, où lambda c'est la longueur d'onde. Ici c'est la fréquence, à 2 pi près, donc la lambda égale C sur F. La proportionnalité en oméga puissance 4 devient proportionnalité en 1 sur lambda puissance 4. Il vaut peut-être mieux raisonner en longueur d'onde parce que c'est plus classique dans les problématiques de longueur d'onde optique. Alors imaginez dans l'atmosphère, il y a des molécules, toutes sortes de molécules, et ces molécules voient arriver la lumière blanche qui est issue du Soleil. Donc le champ électromagnétique de l'onde issue du Soleil tombe sur l'atmosphère, et les molécules, leurs nuages électroniques sont excités par cette lumière blanche. On peut montrer que ces molécules, pour la plupart, sont des molécules telles que l'énergie
issu du Soleil ne fait pas changer les électrons d'orbite. Il n'y a pas de transition orbitale qui fait qu'il y aurait des résonances et des absorptions liées au passage des électrons d'une orbite à une autre. Donc les électrons se contentent d'osciller, les nuages d'électrons oscillent par force de Coulomb, issus du champ électrique essentiellement, on l'a vu dans le chapitre 7, qui vient de la lumière blanche qui vient du Soleil. Du coup, comme les nuages électroniques oscillent, les molécules se comportent comme des dipôles électriques oscillants. Et par conséquent, elles réémettent la lumière. Elles réémettent la lumière selon les lois que nous venons d'étudier ensemble. Mais elles émettent avec une puissance qui est en 1 sur lambda puissance 4. Puissance 4, pas rien. Hein, c'est pas 1 sur lambda, c'est pas 1 sur lambda carré, c'est 1 sur lambda puissance 4. Ça veut dire que les courtes longueurs d'onde, lambda court, 400 nanomètres, c'est le bleu, en fait, sont largement plus rayonnées que les longueurs d'onde importantes, dans le rouge. Ça veut dire que le spectre de la lumière blanche du Soleil est fortement déplacé vers les courtes longueurs d'onde, et ces molécules dans l'atmosphère, qui se comportent comme des dipôles électriques oscillants, réémettent avec une puissance qui est maximale dans les courtes longueurs d'onde, c'est-à-dire le bleu. Et c'est bien pour ça que le ciel est bleu, sous certaines conditions d'éclairage, évidemment, qu'il n'y a pas de nuages pour nous cacher le spectacle. Alors ça, cet effet qu'on appelle diffusion de Rayleigh, on le voit aussi souvent dans la fumée de cigarette, qui éventuellement, sur certaines conditions d'éclairage, peut apparaître bleutée. Et puis on le voit également dans des expériences classiques de physique, par exemple un petit peu de lait dilué dans l'eau, sous certaines conditions d'éclairage, peut aussi donner lieu à une diffusion de Rayleigh, comme on le voit sur la photo actuellement. Voilà, eh bien nous sommes arrivés au terme de ce cours. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager les vidéos. Si mes étudiants s'imaginent que parce qu'ils likent ou partagent mes vidéos, ils auront une meilleure note à l'examen, eh bien ils ont parfaitement raison. Likez, partagez, à bientôt, bonne fin de semestre, bye.